pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger. Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis très heureuse de vous retrouver et de recevoir en cette rentrée 2023 et son premier dans le texte de la saison, Elsa Dec-Marceau. Bonjour et bienvenue. Merci. Elsa Dec-Marceau, vous êtes l'autrice d'un ouvrage qui vient de paraître à la Fabrique. Il s'intitule Faire justice. Il est sous-titré Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes. Vous y examinez la manière dont les collectifs militants font face aux violences qui sont commises en leur sein. Notamment les violences sexistes et sexuelles. Ces collectifs, ces espaces ont beau être des lieux progressistes voués à faire advenir un monde meilleur, ils sont évidemment traversés par les violences structurelles du monde contemporain. Violences d'autant plus problématiques que ces collectifs développent une relation extrêmement critique avec les institutions étatiques de l'ordre et de la justice. Les tribunaux, la police doivent être évités. Aussi, ces collectifs sont-ils amenés à faire justice eux-mêmes avec leurs propres critères, leurs propres outils. Et c'est cette justice autogérée que vous examinez, dont vous explorez les tenants, les aboutissants, dont vous observez les effets concrets et notamment les effets parfois toxiques, négatifs, car vous constatez que bien souvent, ces pratiques punitives ne servent ni le progrès ni la justice. Les pratiques d'exclusion et de diffamation visant les auteurs présumés des violences, pratiques en quoi consiste l'essentiel des réponses faites par ces collectifs aux violences. Ces pratiques d'exclusion et de diffamation tendent, observez-vous, à reconduire et déplacer la violence qu'elles prétendaient sanctionner. Alors on le voit, votre ouvrage s'efforce de produire une critique des pratiques punitives des collectifs militants, mais il s'efforce aussi d'élaborer des propositions alternatives allant dans le sens d'une justice transformatrice. C'est un geste d'écriture que je trouve assez courageux, je dois le dire, assez audacieux, puisque au passage, vous prenez le risque conscient et tout à fait assumé de visibiliser les dysfonctionnements internes de ces collectifs, au risque donc de servir sur un plateau à nos adversaires politiques, à leurs adversaires politiques, des arguments pour nous combattre et nous condamner. C'est une problématique au seuil de laquelle bien des organisations hésitent, rendre public ou pas leur propre dysfonctionnement interne, avec ce risque de la récupération, de l'instrumentalisation médiatique et politique. Vous faites le choix, vous, de briser le tabou, de le transgresser pour aller au bout d'une démarche de visibilisation de ces dysfonctionnements, pour les analyser, pour construire une autre manière de faire, dans un geste en gros qui fait le pari que les collectifs seront capables de faire face à leurs contradictions et d'améliorer leur manière d'y répondre. Un geste donc que je qualifie d'audacieux et qu'on peut qualifier même, je crois, de subversif, qui suppose, je crois qu'on commence d'abord par dire d'où vous parlez, depuis quelles conditions, depuis quelle expérience vous pouvez, vous permettre ce geste à la fois analytique et subversif. En gros, d'où parlez-vous pour pouvoir écrire ceci? Alors moi, j'ai commencé à militer il y a environ 10 ans, donc assez jeune, dans les milieux plutôt féministes et queer à Paris. Et c'est de cette expérience-là que je me situe. Et c'est aussi parce que, il y a 4 ans, donc en 2019, j'ai cofondé un collectif dont je parle beaucoup dans ce livre et d'où je tire cette expérience à partir de laquelle j'écris. Le collectif Fracas, qui est un collectif d'entraide militante queer et féministe à destination des individus et des collectifs en situation de conflit ou de violence. On s'est créé donc, en 2019 pour accompagner des personnes qui se retrouvaient face à des situations difficiles et qui ne savaient pas quoi mettre en place pour y répondre. Donc c'est de cette expérience-là, forte de ces 4 ans de militantisme au quotidien, que j'ai pu écrire ce livre. Oui, alors il faut insister, je pense, sur le côté du coup un peu dedans, dehors de votre position, à la fois dedans puisque vous fréquentez les collectifs où ces violences sont amenées à être traitées, et dehors dans le sens où Fracas, ce collectif que vous avez fondé, est dans une position, peut être dans une position d'extériorité par rapport aux collectifs dans lesquels vous êtes amené à intervenir. Et cette extériorité, elle apparaît au fil des pages de votre ouvrage comme l'une des conditions nécessaires pour pouvoir traiter un cas de violence. En réalité, l'idée que les cellules de traitement des violences soient prises en charge par les membres eux-mêmes de ces collectifs, c'est pas forcément la meilleure idée de l'année. L'extériorité, quand même, est un des éléments très précieux qui permet de faire des propositions
position. Peut-être on peut expliquer en quoi Bien il faut sûr. cette extériorité. Alors, je pense que les collectifs sont les plus à même pour répondre aux situations qui les traversent. Ça, c'est une donnée, c'est-à-dire que les collectifs ont la meilleure connaissance de leurs enjeux, des obstacles qu'ils ont traversés, des difficultés, des rapports de force qui s'y jouent. Et nous, on est extérieurs, effectivement, et on va apporter un soutien à cette connaissance. On va essayer d'accoucher un peu cette connaissance et de faire en sorte qu'on puisse en faire quelque chose pour accompagner au mieux ces collectifs. Donc effectivement, moi, j'ai une position qui est assez privilégiée dans le sens où c'est une extériorité, c'est un regard extérieur avec du recul, avec des outils qui peuvent être apportés à ces dispositifs-là, à ces accompagnements-là. Mais c'est vrai que j'ai vécu ces dysfonctionnements de l'intérieur et là, maintenant, je les vis avec un pied dehors, c'est-à-dire en accompagnant, en étant accompagnante tierce, finalement. Ouais. Alors là, vous soulignez la dimension d'extériorité et vous l'argumentez avec l'idée de recul nécessaire. Et je voudrais aussi, à mon tour, souligner le travail de recul analytique et même de philosophie politique que vous vous efforcez de prendre dans votre ouvrage. On reviendra ensuite sur les affaires concrètes de comment prendre en charge les violences à l'intérieur des collectifs. Mais là, je voudrais rendre justice, si je puis me permettre l'expression, à la dimension plus de philosophie politique de votre ouvrage. Vous essayez de comprendre, d'analyser pourquoi on s'est retrouvé avec ces sortes de dérives punitives très individualisées, très individualisantes à l'intérieur des collectifs. Et vous incriminez, notamment, vous n'êtes pas la première à le faire, mais ce sera l'occasion du coup de revenir sur cet aspect-là, vous incriminez le tournant néolibéral, dont vous écrivez qu'il a influencé les luttes progressistes, en particulier féministes et queer. Alors, est-ce qu'on peut commencer à apercevoir un petit peu en quoi le néolibéralisme semble avoir grignoté les imaginaires politiques, y compris de ceux-là même qui luttent pour le combattre, et en quoi ce néolibéralisme a produit les dérives que vous constatez, dérives très individualisantes, très punitives, etc. Quel rôle du néolibéralisme ? Je pense qu'on peut trouver beaucoup de causes et de raisons au fait qu'aujourd'hui, les pratiques punitives centrées sur la punition d'une personne qui aurait fauté se sont développées. Mais effectivement, le néolibéralisme vise à individualiser des rapports sociaux et des rapports de force structurels qui traversent nos sociétés. Et ce tournant-là, cette façon d'appréhender le fait délictueux, le crime ou les violences sexuelles, enfin voilà, tous ces méfaits, on va dire, cette façon de l'appréhender est imprégnée complètement de cette version individualisante de l'individu qui se décide et qui a tout le pouvoir sur son propre comportement et qui du coup aurait fauté à un moment donné, qui aurait commis une faute et qui serait plus juste maintenant, grâce à nous, de venir sanctionner et de centrer cette sanction sur le comportement individuel. Et je pense que c'est le propos du livre, c'est de faire comprendre qu'on se trompe de chemin. Je comprends tout à fait la volonté de punir une personne et de vouloir prendre en charge une personne en particulier qui aurait fauté, mais il faut aussi prendre en charge tout le contexte qui est autour. Et ça, le système néolibéral nous met complètement en échec à penser des rapports de force structurels et un système et un contexte au sein duquel le fait a pu advenir, tout simplement. Ouais. Alors, parmi les effets de paysage politique, de grandes structures, il y a aussi ce que vous appelez le féminisme hégémonique, qui semble être vraiment un faux ami s'agissant des luttes féministes. Et là, j'aimerais bien qu'on précise un petit peu ce que vous appelez le féminisme hégémonique. En quoi se distingue-t-il du féminisme éventuellement mis en œuvre à l'intérieur de ces collectifs militants plus radicaux ? C'est quoi le féminisme hégémonique et en quoi c'est une menace par rapport aux luttes qu'on s'efforce de poursuivre dans les collectifs plus radicaux ? Alors, je me suis beaucoup questionnée de si j'allais poser ce mot-là de féminisme hégémonique, parce que c'est quand même un féminisme qui nous a énormément servi, notamment dans la reconnaissance des violences sexuelles comme un fait de société et comme un fait qu'on devait tous prendre en charge, regarder et faire face à ces violences-là. Mais effectivement, aujourd'hui, avec le tournant néolibéral, ce féminisme-là a pris un tournant punitif avec beaucoup de revendications portées vers la justice et portées vers l'État pour prendre en charge les violences. Et donc moi, ce que j'appelle là, en l'occurrence, le féminisme hégémonique, c'est un féminisme qui attend beaucoup de l'État et attend beaucoup des institutions pour répondre à ses propres enjeux. Oui, d'accord. À la différence des collectifs militants
plus radicaux qui, eux, justement, parce qu'ils ne comptent pas sur les institutions étatiques jugées responsables du problème et non pas capables de le résoudre, du coup, développent ces pratiques de justice autogérée, mais avec une tendance, je dirais, à la compensation ou à l'inversion du système par rapport aux référents de la justice conventionnelle, disons, et en inversant exactement le terme à terme la règle, en fait, on produit également des effets toxiques. Je pense notamment à la question de la prise en compte de la victime. Vous soulignez que, dans la justice conventionnelle, appelons comme ça la justice prise en charge par les tribunaux, la justice conventionnelle, vous estimez qu'elle elle développe elle-même une approche punitive, mais elle ne prend pas suffisamment en compte l'état, la situation, le soin de la victime. Or, dans ce que vous décrivez des pratiques punitives mises en place dans les collectifs militants, on a l'impression qu'il y a un peu une sorte de torsion du bâton dans l'autre sens, c'est-à-dire, dans certains cas, une place accordée à la victime qui est quasiment une place de surpuissance qui peut, elle aussi, générer des comportements impropres en réalité à produire de la justice. Vous pouvez revenir sur la condition de la victime à l'intérieur de ces collectifs militants? Alors je pense que d'abord, ce qui est important, c'est de resituer ce que je disais à ce moment-là dans le livre, c'est que je pense honnêtement que la surpuissance qu'on peut donner à une victime est une partie infime des cas de figure. Ouais. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on se retrouve dans un mouvement de balance, dans le sens où on va critiquer un système qui ne donne pas assez de place aux paroles des victimes, de manière générale, dans les procès, dans les tribunaux, dans les médias, etc. Et que dans ces milieux-là, on va essayer de contrebalancer cette absence ou ce manque à combler. Mais ça part d'une bonne volonté, dans le sens où on essaye, à notre échelle, de contrebalancer des rapports sociaux de pouvoir qui sont inégaux au niveau du système. Donc déjà, on peut déjà noter que ça part d'un bon sentiment. Oui, une bonne intention, mais l'enfer est Voilà. pavé de bonnes intentions, comme chacun sait. Mais effectivement, dans certains cas, et je pense qu'on peut dire que c'est dans certains micro-milieux militants et qu'on ne peut pas généraliser ça à outrance, dans certains milieux, effectivement, par espoir de contrebalancer ce manque-là, on a tendance à... Alors, croire les victimes, déjà, c'est quelque chose qui est très nécessaire et c'est une grande avancée qu'on a rencontrée ces dernières années. Mais effectivement, à essayer de contrebalancer ça en donnant tout pouvoir à la personne qui va pouvoir donner un peu ces quatre, pas ces quatre vérités, mais qui va donner les directions et les orientations au groupe qui va vouloir l'aider et l'accompagner après la dénonciation du fait de violence. Et que cette place-là peut parfois amener à des abus. Oui, des abus. Ouais. C'est-à-dire quand c'est la victime qui dicte les sanctions qui doivent être adoptées et qui les dicte à partir d'un désir de vengeance, par exemple, beaucoup plus qu'un désir de justice, parce qu'on ne peut pas complètement nier le fait qu'une victime peut développer des affects du type désir de vengeance et que faire justice, ça n'est pas exactement faire vengeance. Peut-être qu'il y a un distinguo à cultiver. Je pense que, pour le coup, dans le livre, j'essaye bien de le dire, mais je ne veux pas juger les gens qui souhaitent mettre en place des processus de vengeance, qui souhaitent se venger. Et c'est juste que, pour moi, il faut le visibiliser en tant que tel. Et c'est, je veux dire je veux faire justice ou je veux faire vengeance, c'est vraiment très différent. Et pour le coup, moi, ce que je trouve problématique, c'est à partir du moment où on fait passer la vengeance pour une forme de justice. Oui, d'accord. Et je pense que les mots sont très importants et que ça nécessiterait qu'on puisse aller plus... derrière ce qu'il y a la vengeance. Pourquoi vous voulez faire vengeance? Pourquoi à ce moment-là vous avez besoin de ce mouvement-là de violence et de vengeance? Et comment on pourrait accompagner ça d'une meilleure manière que de reproduire de la violence sur une autre personne ou sur un autre groupe? Ouais. Alors, vous avez mentionné là la fameuse, la formule « je te crois ». Qui est devenu vraiment une sorte de mantra, le « je te crois », adressé à quiconque se déclare victime d'une violence, d'un abus. Le « je te crois » est devenu la formule automatique dans nos milieux progressistes. Et vous notez, vous avez redit là à quel point c'est important et c'est un progrès. Et en même temps, quand on essaie de se pencher justement sur les valeurs de justice qu'on est capable de mettre en œuvre, le « je te crois », évidemment, ouvre un certain nombre de dangers. Je te crois, c'est s'en remettre à la parole, c'est renoncer à la manifestation de la vérité, à quoi travaille normalement la justice, faire apparaître la vérité, fournir des preuves. Le « je te crois » est
une sorte de crédit accordé sans limite et sans condition. Moi, j'avoue, en tant que féministe d'une génération antérieure, j'ai beaucoup de mal avec le « je te crois ». Et il me paraît extrêmement dangereux parce qu'il donne à la victime une sorte de toute-puissance où sa parole, du coup, fait vérité, quelle qu'elle soit. Or, normalement, toute parole n'est pas vérité. En justice, ça ne marche pas comme ça. Il peut y avoir des faux témoignages, il peut y avoir des fausses accusations. Et puis, il me semble qu'on peut ouvrir un espace alternatif qui à la fois respecte la victime et sa parole sans aller dans une sorte de religion de la parole de la victime comme vérité, qui serait un « je t'entends ». En quoi est-ce que le « je te crois » est nécessaire et préférable à un « je t'entends » de principe? Alors je pense déjà il faut revenir sur ce que vous venez de dire qui est pas... Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas crus aujourd'hui pour leurs paroles et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent victimes qui ne sont pas entendues encore aujourd'hui. D'accord, c'est que le « je te crois » n'est pas si systématique que ça encore. Et je pense qu'on parle d'une certaine typologie de personnes qui peuvent se faire entendre et qui ont les moyens de se faire entendre aujourd'hui, mais il y a encore des pans entiers de population qui ne se font pas du tout entendre pour leurs paroles, notamment les victimes de violences policières par exemple. On a encore beaucoup de mal. Bien sûr, à défaut de preuves vidéo, ce oui, sera pas même avec entendu. des preuves vidéo. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si les policiers à l'origine de ces crimes-là étaient systématiquement condamnés. Donc le « on te croit » est encore nécessaire aujourd'hui parce que effectivement un petit pan, je pense qu'on ne peut pas parler de majorité aujourd'hui, se font croire sur parole, mais il y a aussi tout un tas de personnes qui n'ont pas la possibilité de le faire. Mais par contre, je vous rejoins sur le fait que dire « on vous croit » et « on vous entend », ce n'est pas la même chose. Et je pense que tout le monde devrait mériter un « on vous entend » et on va prendre en charge cette parole, on va vous accompagner dans la souffrance qui est exprimée et on verra ensuite sur qu'est-ce qu'on va mettre en place pour répondre à cette souffrance. Parce qu'une fois qu'on laisse du temps à la personne pour formuler ce dont elle a besoin, ce qui vient de se passer, on peut l'accompagner différemment et s'il y a eu du temps qui s'est écoulé, si elle-même a pu se formuler ses envies, que si le fait vient de se passer. Donc, on vous entend, on vous croit, c'est surtout, pour moi, on va vous accompagner et on ne va pas vous laisser tomber, quoi. Si cette parole-là est formulée, on va passer relais, on va vous accompagner vers des professionnels qui peuvent vous suivre et vous aider dans la situation que vous venez de vivre. Ouais. Alors, il y a le « on vous croit, on vous entend » adressé à la victime, mais là, ce que vous soulignez dans les pratiques alternatives, les pratiques de justice transformatrice, c'est qu'en fait, c'est important aussi d'adresser un « je vous entends » à celui ou celle qui est l'auteur, auteurice des violences en cause. C'est-à-dire que ce que vous faites apparaître, c'est que dans les pratiques punitives telles qu'elles sont développées aujourd'hui, il y a une sorte quasiment de déshumanisation de l'accusé, alors que dans une justice transformatrice, on va faire l'effort d'adresser une écoute également à la personne accusée, parce que ce que vous faites apparaître, c'est que l'accusé, la personne qui s'est rendue coupable d'une violence, en réalité a quelque chose à nous apprendre. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce point-là? Bien sûr. Déjà, je pense qu'on ne peut pas non plus... Je pense qu'il faut... Le principal de ce livre, ça va être de remettre de la nuance et qu'on ne peut pas parler de déshumanisation des auteurs dans tous les cas, parce qu'il y en a beaucoup qui, au contraire, sont toujours tout-puissants et dont leur parole prend toute la place et toute l'ampleur. D'accord, mais je vous cite, quand je parle de déshumanisation, c'est vous-même qui employez le terme. Je pense juste que déjà, dans un premier temps, dire ça, c'est vraiment très important. Et dans un second temps, effectivement, je pense qu'on ne peut pas s'arrêter aujourd'hui dans un processus de justice à entendre la victime, l'accompagner et en fait, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Donc c'est plutôt dans une volonté de rendre l'acte de justice plein et entier que, pour moi, le mouvement d'aller voir la personne victime, mais aussi d'aller voir la personne autrice pour comprendre son acte, pour l'aider, l'aider à se transformer, à prendre conscience de ce qu'elle a mis en place, c'est ça qui va permettre pour moi que la personne ne recommence pas, tout simplement. Et oui, il faut éviter la récidive, évidemment. Ouais. Donc, pour moi, ce mouvement complémentaire est un passage forcé qu'aujourd'hui, dans les milieux militants, on a du mal encore à mettre en place, notamment parce qu'on veut donner toute cette place aux personnes victimes qu'elles n'ont pas eu jusqu'ici. Mais pour moi, ça doit être complémentaire si on veut faire en sorte que l'acte de justice soit total et entier et surtout utile pour le futur. Ouais. Donc la justice transformatrice, pour moi, est plus une justice qui se projette dans l'avenir pour essayer de faire en sorte que la société se transforme et change sur un long temps,
avec aussi une prise en charge qui va permettre la réflexion, la prise de conscience, voire la réparation aussi des personnes qui ont commis des fautes. Là où la justice punitive, pénale, ou voilà, ce système-là va plutôt se concentrer sur un acte passé qu'il va falloir sanctionner et qu'il va falloir voilà, punir dans ce moment-là, sans forcément se projeter dans le futur. Oui, parce que ce que vous soulignez aussi dans votre livre, c'est qu'au fond, ces deux approches, justice punitive versus justice transformatrice, au fond, ne reposent pas sur les mêmes socles presque philosophiques. C'est-à-dire qu'il y a, au fond, dans la justice punitive, quelque chose comme une essentialisation fondamentale des individus. Hein, vous écrivez, en parallèle de cette essentialisation de la victime que vous observez dans certaines pratiques punitives, donc, en parallèle de cette essentialisation de la victime, position de surpuissance par la légitimité excessive que l'on accorde à ces demandes, se trouve celle de l'agresseur. L'autoriste de l'agression n'est plus une personne qui a eu un comportement précis à un moment donné, mais une agresseur, un ou une agresseuse dangereux pour quiconque s'en approche, prêt à agresser n'importe qui à n'importe quel moment. Il y a quelque chose effectivement dans les logiques punitives, notamment les exclusions définitives, qui a l'air de croire qu'un être qui a commis un acte est définitivement un agresseur et trimballe cette identité partout où il va, où elle va. Tandis que la justice transformatrice, c'est quasiment une autre anthropologie qu'il y a derrière. C'est l'hypothèse qu'un être humain, c'est un être qui est constamment en devenir. Donc peut-être on peut développer ces deux présupposés philosophiques, parce qu'il me semble que pour des organisations progressistes, avoir une conception de l'individu ou de l'existence comme étant une essence figée, ça me paraît un peu... Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes et de collectifs aujourd'hui qui ne savent pas réagir autrement que par la punition. Et je pense qu'ils ne réfléchissent pas forcément à tout ce que ça implique derrière et tout ce que ça veut dire derrière. Moi, la réponse que j'ai vue la plus courante face à un fait de violence, ça va être l'exclusion à la suite d'une dénonciation publique. Et l'exclusion, souvent, est donnée sans limite de temps ni cadre spatial. Donc la personne va être exclue, si on est dans une petite ville, de tous les lieux communautaires de sa ville ou de tous les lieux militants de sa ville, des différentes manifestations, etc. Et là, encore une fois, on parle dans certains milieux qui reconnaissent les violences sexuelles, etc. et qui vont essayer de prendre en charge ça collectivement. Mais en tout cas, dans moi, les collectifs que j'ai accompagnés, c'est l'exclusion qui revient le plus souvent et qui, pour moi, est la réponse la plus délétère qu'on puisse imaginer, parce que autant je comprends qu'on ait besoin d'exclure des personnes à des instants donnés, notamment quand on parle de personnes qui ont commis qui ont récidivé et qu'il faut protéger l'entourage. Et qu'il faut protéger l'entourage, etc. Et l'entourage a déjà essayé de mettre des choses en place pour faire en sorte que la personne se rende compte de ce qu'elle a fait, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Là, je comprends qu'une exclusion soit nécessaire. Mais pour moi, elle doit toujours être cadrée dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'on va dire à la personne, là, tu as commis telle chose, c'est pour ça qu'on ressent le besoin de nous mettre en sécurité et de te mettre en sécurité de tes propres actions aussi, parce que la personne, ça ne lui rend pas service d'avoir un contexte qui lui permet de continuer. Donc, pour ça, on va t'exclure, je ne sais pas, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et dans 1 an, on refera un point pour voir où est-ce que tu en es. Et en parallèle de ce processus d'exclusion, ce qui est important pour moi, ça va être de permettre de relayer cette personne vers un suivi, que ce soit un suivi psy, de soins ou même un suivi communautaire. Ça peut être des personnes qui vont venir chez lui une fois par semaine, voir comment il va, etc. Et puis aussi pour voir... Donc il y a bien l'idée qu'on prend soin aussi. En fait, voilà, on prend soin aussi de l'auteur de violence. Je ne sais pas si je dirais prendre soin, c'est plutôt faire en sorte que cette personne soit accompagnée pour qu'elle puisse comprendre pourquoi cette exclusion, pourquoi ce qu'elle a fait est grave et pourquoi elle ne peut pas recommencer. Ouais. Donc c'est pas tant prendre soin, c'est vraiment accompagner et suivre cette personne pour faire en sorte qu'elle comprenne ce qui lui arrive. Ouais. Donc voilà, il y a ce point-là et aussi l'exclusion pour moi de personnes au sein d'un collectif nous coupe d'énormément de choses sur la compréhension de comment on fonctionne collectivement. Ouais. Ouais. Et virer juste quelqu'un d'un collectif qui a fauté, pour moi, souvent, dans les 3/4 des cas, est beaucoup plus délétère que de garder la personne et de comprendre comment cet acte, comment la personne a pu commettre cette faute, comment le collectif a rendu possible cette faute. Là où si la personne reste et qu'on peut échanger sur le méfait qui vient d'arriver, alors je ne parle pas forcément de violence sexuelle, mais de conflit par exemple, échanger avec cette personne et le collectif pour comprendre comment ça a pu arriver, pour moi, c'est essentiel. Ouais. Et c'est ça le principal. Oui, mais du coup, ce que vous mettez en valeur là, c'est les vertus de la discussion, de la confrontation. C'est-à-dire, on garde avec nous les membres du collectif avec lesquels il y a une friction.
plutôt que de fractionner, scissionner, exclure, on garde avec nous et on discute. Et vous soulignez qu'il y a une sorte d'incapacité aujourd'hui des collectifs justement à développer cet art un peu combatif de la discussion, y compris et surtout sur les terrains conflictuels. Et vous imputez même, vous faites l'hypothèse que peut-être c'est cette incapacité désormais des collectifs politiques à discuter des zones de fracture qui fait qu'on a aujourd'hui une sorte de fractionnisme, d'atomisation du paysage militant. Je ne peux que vous rejoindre. Vous parlez du paysage militant, féministe, queer, etc., alternatif. Le paysage des médias indépendants, le paysage des partis politiques de gauche, en gros, on est dans une sorte de dispersion généralisée. Et vous faites l'hypothèse que c'est notamment parce qu'il y a une incapacité de chacune de ces organisations, finalement, à cultiver une persistance de la discussion, y compris quand on n'est pas d'accord. Vous écrivez « Le militantisme progressiste contemporain semble connaître un éparpillement dont chacune peut prendre la mesure. Les fossés se creusent à mesure que s'affaiblissent nos capacités à militer et à faire front ensemble. Les espaces de lutte anticapitalistes, a fortiori les milieux queer et féministes, sont l'objet d'une parcellisation où chacune défend son précaré. Cette fragmentation générale peut s'expliquer en partie par une incapacité générale à faire face aux conflits, aux divergences d'opinion, aux ruptures et à la nouveauté. » Donc c'est vraiment important, c'est pas juste comment faire justice en fait, c'est aussi comment faire front, comment lutter ensemble. C'est ça. Alors ça remonte à quand? Cette histoire de on n'arrive plus à discuter ensemble de ce sur quoi on n'est pas d'accord. Pour vous, comment vous le situez vraiment là en termes d'histoire politique? À quel moment tout à coup on n'y arrive plus? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, je vous donne du temps pour réfléchir. J'ai vu le film Pride de Matthew Warchus. Le film est sorti en 2014, mais c'est sur une lutte en Angleterre dans les années 80, où un collectif gay et lesbien s'empare de la cause des mineurs, les mineurs en lutte contre les mineurs au sens ceux qui travaillent à la mine, dans le gouvernement Thatcher. Ils se font démolir par les réformes Thatcher. Et il y a un collectif gay et lesbien qui décide de rassembler des fonds pour financer la lutte des mineurs. Évidemment, ça fight. Quand ils vont se rencontrer, c'est au début, ça fight. Ils arrivent à surmonter leurs contradictions, c'est magnifique. Et du coup, ils filent vraiment des thunes à la lutte des mineurs. Et du coup, l'année d'après, les mineurs déboulent en quart entier sur la Gay Pride. Et c'est extraordinaire. Bon, le film est bouleversant, je le recommande à tous ceux qui ne l'ont pas vu. C'est super. C'est super et en même temps, c'est une sorte d'âge d'or merveilleux à cette époque. Donc là, ça se passe en 83, 84. On y arrivait encore. Qu'est-ce qui se passe depuis? Alors je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, parce que sûrement je n'étais pas née. Mais je pense qu'effectivement on fait face à une parcellisation parce qu'on n'arrive plus à contrôler, on a extrêmement peur du conflit et du désaccord politique qui peuvent traverser nos luttes, et ça rend la discussion et la confrontation complètement impossible. Là où, dans l'idée d'un mouvement politique, ce serait complètement nécessaire d'avoir ces moments-là de scission, de débat, de désaccord politique pour qu'on puisse justement faire avancer nos idées et pour qu'on puisse arriver quelque part dans un endroit qui nous paraît fédérateur, qui nous paraît être un projet pouvant fédérer différentes luttes et différentes personnes, tout simplement. Là où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on manque de projets fédérateurs qui puissent rassembler largement. Alors, il faut savoir aussi que j'ai écrit ce livre avant la loi retraite, etc., et que tous ces mouvements-là m'ont quand même nourri et donné espoir quelque part dans le fait qu'on pouvait peut-être converger un petit peu plus, renouer avec un art de faire front. Exactement. Parce que quand j'ai écrit ce livre, j'étais vraiment face à une sorte de désespoir en me disant, par manque de projets communs, fédérant nos différentes luttes, on se retrouve à tous militer pour nos identités, pour nos petites, petites non, mais nos enjeux individuels et collectifs, mais micro. Et nous entendre les uns et les autres pour pouvoir lutter ensemble semble très difficile dans un monde aussi où on doit faire face à énormément de difficultés au niveau interplanétaire, avec l'écologie, avec toute la situation écologique, sociale, économique qui est désastreuse en ce moment. C'est aussi normal qu'on se retrouve... tous les fronts. Exactement. Sur tous les fronts. Et on se retrouve à se centrer sur son précaré pour aussi
avoir peut-être l'impression d'avoir un peu plus de puissance. Alors là où on se retrouve face à un sentiment d'impuissance totale, peut-être face à une société ou face à un monde qui part en vrille, quoi. Mais est-ce que se précarer, se retrouver à militer à partir de sa petite cause, elle n'est pas petite, mais la cause en fait de notre identité? Parce que c'est quand même un petit peu ça qui est en cause, et vous le dites vous-même, il y a quelque chose là autour d'une politique des identités. Désormais, on milite à partir de son identité. Cette fragmentation, cette parcellisation, elle est liée aussi à ce qu'on a pu appeler, parfois de manière critique, parfois de manière élogieuse, la politique des identités. Quelle analyse vous portez sur cette politique des identités? Est-ce que, effectivement, désormais, ce militantisme qui se déploie à partir de ce que je suis, moi, comme individu, est-ce que cette politique des identités porte en elle-même ce risque de la fragmentation, la dispersion, de l'impossibilité de converger? Je pense effectivement que c'est tout à fait lié, et on parlait tout à l'heure du néolibéralisme, mais encore une fois, c'est un monde centré sur l'individu, sur les enjeux individuels et comment je me place dans le monde en tant que sujet, qui a aujourd'hui beaucoup influencé nos luttes. Et je pense qu'on est aujourd'hui effectivement dans quelque chose qui est lié aussi à cet aspect de victime dont on parlait tout à l'heure. Mais aujourd'hui, effectivement, la souffrance individuelle est vue comme le départ d'une lutte, le départ d'une cause, et on va partir de la souffrance de l'individu et de la souffrance du collectif pour pouvoir penser nos luttes. Mais en plaçant cet aspect-là de la souffrance individuelle et du ressenti au sein de nos luttes, je pense que ça nous fractionne, puisque moi, comprendre le ressenti d'autrui, alors que je ne suis pas à sa place, que je ne vis pas les violences qu'il vit au quotidien, ça me coupe. Même si je lis des milliers de livres sur le sujet, je ne saurais jamais en fait ce que l'autre vit. Et donc, comment on peut réussir à se traverser malgré ce miroir-là et se joindre et joindre nos luttes, c'est une vraie question que je pose et dont je n'ai pas la réponse. Mais ça nécessiterait je pense, dépasser ce stade initial par lequel il a fallu passer, qui a été extrêmement nécessaire, de reconnaître la souffrance individuelle et collective, de mettre ensemble nos voix pour comprendre que c'était des violences structurelles, des rapports structurels d'oppression, etc., et que ce n'était pas juste une violence dans mon coin que je ressentais juste personnellement. C'était un moment nécessaire. Mais maintenant, je pense qu'on doit passer à une sorte d'autre phase. On doit dépasser le stade de la lutte basée sur le ressenti, sur la souffrance individuelle et collective, pour arriver maintenant à la proposition d'alternatives et surtout à la prise de conscience d'une puissance collective. Parce que quand on se fonde sur la souffrance comme le lieu de la lutte, finalement, ça nous rend quand même un peu passive et ça nous remet pas dans notre puissance collective. Là où je pense qu'aujourd'hui, on doit le dépasser pour prendre conscience qu'en fait, on a beaucoup de puissance et ensemble, on peut tout faire. Absolument. Alors, dans ce que vous venez de dire, autour de cette souffrance individuelle qui a pu être érigée comme une sorte de socle suffisant d'acte politique en soi, revendiquer une souffrance individuelle deviendrait une sorte d'alpha et d'oméga de la politique. Vous citez dans votre ouvrage un article que je trouve tout à fait passionnant qui s'appelle « La souffrance individuelle et collective est-elle un critère politique ?» L'article de Chichichi, qui est, je ne sais pas comment on dit, Chichichi, je suppose, qui est paru dans la revue Période il y a quelques années. Oui, quelques années. Quelques années, hein. 2020, qui pose exactement ce que là, vous venez de développer à nouveau sur cette mise en question de, la souffrance, c'est hyper important qu'on se connecte et qu'on fasse entendre ça, mais en fait, ça ne peut pas être une finalité du geste politique. Bien sûr, donc vous n'êtes pas la première et Chichichi non plus. En fait, c'est un examen de conscience qui est entrepris depuis quelques années dans le secteur des luttes progressistes. Wendy Brown est passée par là en pointant le risque du moralisme progressiste. Ça nous amène là à cet endroit de quelque chose comme ce qu'on appelle le wokisme. Bon, on est hyper emmerdé avec ça parce que le wokisme, c'est le mot forgé par nos adversaires. Wokisme, pour dénoncer les woke. Les woke, au départ, c'est les éveillés aux causes, ceux qui ont compris qu'il y a des oppressions multiples et qu'il est hyper urgent de lutter contre ces oppressions. Donc, woke, au départ, c'est super. C'est être éveillé, c'est être conscient. Et puis, il y a eu cette dérive, le wokisme, contesté par nos adversaires politiques, ça c'est une chose, mais le wokisme, tel que nous, à l'intérieur du camp progressiste, on le constate, en fait, on appelle wokisme, je précise, à l'intérieur d'un espace militant progressiste, on appelle wokisme, non pas le fait d'être éveillé aux oppressions, mais le fait, me semble-t-il, de revendiquer individuellement une souffrance
qui ne serait partageable qu'entre semblables. On appelle woke, moi dans mon univers, parmi mes camarades, on va appeler woke, à l'intérieur même de nos univers, des individus qui semblent se construire politiquement uniquement sur la revendication individuelle d'une souffrance qui s'affirme comme non partageable, ou partageable uniquement entre semblables. Ça, c'est un frein énorme à la construction des alliances. Mais on ne peut quasiment pas en discuter parce que précisément, il y a une terreur du conflit qui est tellement woke, elle aussi. Dans le wokisme, il y a ce côté ne pas se disputer, ne pas se battre parce que c'est hyper agressif, c'est hyper violent, etc. Est-ce que c'est possible, tenter ce que je suis en train de faire une critique de gauche du wokisme, où on doit se taire parce que nos adversaires sont trop déjà nombreux à attaquer le wokisme? Alors je pense qu'on peut faire une critique, mais d'abord cette critique doit passer par une compréhension de pourquoi. Alors moi je n'utilise pas du tout ce terme, donc c'est intéressant de voir que dans vos espaces on y recourt. Alors moi je l'utilise pas du tout, mais je pense qu'on peut d'abord passer par la compréhension de pourquoi on a eu besoin à un moment de faire ce mouvement-là et pourquoi c'est toujours aussi important de le faire aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on n'a pas gagné la guerre, on n'a pas gagné la lutte, donc c'est normal encore aujourd'hui d'être aussi sensible et aussi de devoir réagir avec autant d'énergie sur ces sujets-là. Et à partir du moment où on aura fait ce pas-là, j'espère, je fais le pari qu'on pourra éventuellement aller vers une politique du conflit, où on va pouvoir apprendre à se confronter, apprendre à se parler et à confronter nos points de vue à partir de nos places situées, en faisant l'espoir, en faisant peut-être le vœu de pouvoir comprendre un jour ce qu'on traverse et trouver des ponts, tout en comprenant qu'on ne se retrouvera jamais au même endroit et que nos obstacles sont individuels et nos enjeux sont aussi individuels. Mais je pense que ça doit passer déjà par le fait de faire un pas de côté, chacune, pour comprendre pourquoi les personnes en face ont besoin de réagir comme ça. Oui, d'accord. Et donc, vous récusez le fait d'appeler ça le wokisme. Enfin, on ne va pas pouvoir construire un geste critique, analytique, mais je veux dire au sens constructif. C'est pas pour dire tous les woke sont des pourris, on se sépare d'eux. C'est pour dire travaillons ensemble pour ne plus être freinés nous-mêmes dans nos luttes par ce que là j'ai appelé du wokisme, c'est-à-dire la revendication individuelle d'une souffrance considéré comme impartageable ou partageable qu'entre semblables. Pour vous, le terme de wokisme, on ne peut pas l'utiliser, quoi. À gauche, on ne peut pas l'utiliser. Vous l'utilisez. Alors, vous faites bien ce que vous voulez. Moi, je ne l'utiliserai pas. Je ne l'utiliserai pas, mais juste parce que je ne me retrouve pas là-dedans. Si je m'y retrouve, c'est parce que j'y suis. Donc, Oui, mais parce que tout votre livre, justement, pointe les mêmes difficultés que moi, je constate depuis mon endroit militant à moi, qui est plus radicalement... Enfin, moi je suis du côté de l'anticapitalisme, l'anti-impérialisme, les luttes antiracistes, etc. Donc, je ne suis pas exactement au même endroit militant que vous. Mais je pense que c'est ça qui est beau dans ce livre, c'est de faire le pari que, en fait, on fait tous les mêmes constats, chacun dans nos luttes, et que ce pari de faire ce livre, alors que c'est mon premier livre et que j'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup de réponses, que on en parle, un bon accueil, je pense que c'est parce qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui fait souffrir énormément de gens et qui fait, en tout cas, qui paralyse nos luttes et qui est très délétère. Et le fait que vous fassiez le même constat que moi, alors qu'on n'est pas dans les mêmes espaces, peu importe le mot qu'on met dessus finalement, je pense qu'on peut s'asseoir et en parler et se dire, bon alors, c'est ça notre constat, maintenant comment on peut y réfléchir et y réagir ensemble. D'accord, oui. Peu importe les mots, le lexique, on s'en fout. peu importe les mots. D'accord. Moi, donc, j'étais en train d'ouvrir un peu le champ, la focale sur l'endroit d'où moi, ça m'intéresse, ces questions-là. Donc, un espace militant plus un peu mainstream, je dirais, du côté des partis politiques ou des mouvements politiques organisés dans l'anticapitalisme, etc. Et ce sont des espaces politiques où des affaires de violences sexistes et sexuelles ont défrayé la chronique, notamment dans l'espace LFI, la France Insoumise, et ELV. On a eu l'année dernière au moins 3 affaires. Julien Bayou pour ELV, même LFI, puisqu'il a fini par candidater à LFI. Donc Bayou, Quatennens, Taha Bouafs. On a 3 affaires qui, toutes les 3, ont suscité un spectacle médiatique terrible. Dans les 3 cas, il y a des cellules internes à l'organisation, cellules VSS, violences sexistes et sexuelles, qui se sont emparées du dossier. Et dans l'affaire Bayou et l'affaire Taha Bouafs, ça termine complètement en eau de boudin, c'est-à-dire que la cellule VSS finit par dire on clôt le machin et on n'a pas pu vraiment ni faire d'enquête, ni conclure quoi que ce soit. Au passage, les individus ont été lourdement sanctionnés, notamment Taha Bouafs, qui a
après avoir été privé de sa candidature aux législatives à cause de l'affaire dans laquelle il était mis en cause, quand au bout d'un an, la cellule dit « Ah ben non, finalement, on n'a rien trouvé, on n'a pas de preuves, etc. Tu peux revenir », dans LFI, et Tahabouaf, ça dit « Non, mais c'est fini pour moi, je ne reviens pas ». Donc on a 3 cas dans lesquels à chaque fois des cellules ont tenté de faire leur travail, et à chaque fois ça a été un bordel inqualifiable. À l'intérieur des orgas, chez les militants, c'était la guerre de Troie. Vous, de l'extérieur, depuis votre endroit, est-ce que vous avez suivi ces affaires-là, la médiatisation de ces affaires, et quel regard vous portez justement sur le travail de ces cellules VSS dans les partis? Est-ce que vous dites « ouais, c'est bien, c'est un bon début » ou est-ce que vous dites « non, mais n'importe quoi, vous avez vraiment rien compris » Enfin, quel regard vous portez sur le travail qui est fait dans ces orgas qui sont un peu plus mainstream que celles que vous fréquentez? Alors, j'ai pas du tout suivi ces histoires. D'accord. C'est pas votre affaire. C'est pas mon affaire. Par contre, j'ai déjà essayé d'accompagner au sein de notre collectif, on s'est retrouvés à accompagner des histoires auxquelles on n'aurait jamais pensé à l'origine. Nous, encore une fois, on est un petit collectif de personnes queer et féministes. Bon, voilà, on s'était dans notre micro-milieu. Et finalement, il y a quand même des personnes qui nous ont contactés, alors de médias, pas de partis politiques, etc., mais quand même qui étaient moins juste dans votre petit secteur militant, vraiment, queer, féministe, etc. On a accompagné des écoles, on a accompagné des médias, des associations politiques, on a accompagné quand même une diversité de collectifs assez impressionnante. Et je ne saurais pas comment... Enfin, je ne sais pas quel est le travail par ces commissions-là. En tout cas, je pense que c'est très bien d'avoir créé des commissions pour pouvoir enquêter de manière indépendante par rapport à ces partis-là. Et si à la fin de l'enquête... je peux pas commenter parce que... Pas assez documenté. Non, mais enfin, en même temps, vous dites c'est très bien d'avoir créé ces cellules indépendantes. Mais précisément, ces cellules, elles sont internes à ces partis. Et là, on retombe sur le point que j'ai soulevé en début d'entretien, qui est qu'il y a quand même une extériorité nécessaire à la qualité du jugement au sens large, de l'analyse de la situation. Vous, dans votre collectif Fracas, vous arrivez avec une extériorité qui est extrêmement vertueuse. Toutes ces cellules VSS dans les partis, elles sont prises en charge par des membres, par des militants. Et on ne peut jamais exclure qu'il y a une lutte de place dans le parti. C'est bien normal. Ils s'apprêtent à concourir sur la grande compétition des élections. Donc évidemment qu'il y a des compétitions entre eux. Et donc, suivant qu'on est dans la cellule ou pas, on a un intérêt à sanctionner bidule ou machin. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le principe même de ces cellules VSS, est-ce qu'il est suffisamment pensé pour offrir toutes les garanties d'un travail de justice au sens fort, quoi? Je pense que le point que vous soulevez est hyper important. Je pense que c'est nécessaire, surtout si on parle d'enquête, d'avoir des cellules extérieures qui sont indépendantes pour pouvoir travailler sur les sujets en interne. Parce qu'on ne peut pas s'extirper des rapports de force, des enjeux de pouvoir, etc., qui sont au sein des structures si on y est. C'est impossible. Là où, par exemple, l'Église a fait appel à... Vous voyez l'enquête Sauvé, le rapport Sauvé qui a été publié en 2021 à la suite de... Mais c'est pas grave, allez-y, développez. Ouais, moi je l'ai pas, j'ai pas suivi cette affaire-là, mais je vous laisse expliquer du coup. L'Église a appelé une enquête extérieure indépendante sur la pédocriminalité qui avait lieu en son sein, enfin sur toutes les affaires de pédocriminalité qui avaient lieu en son sein depuis les années 1970 jusqu'aux années 2000-2010. Et c'est une commission extérieure menée par le juge Sauvé qui a pris en charge cette commission-là. Et donc, l'Église a fait quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, c'est-à-dire à demander une commission de décortiquer tous les enjeux structurels, comment en fait ces violences-là avaient pu se dérouler. Et ce rapport a nommé pour la première fois une responsabilité institutionnelle de l'Église dans ces affaires de pédocriminalité-là. Et donc là, on voit que oui, c'est une commission extérieure qui a pu en fait dénoncer ces violences-là sans être là pour punir ou quoi que ce soit, mais juste pour nommer et ancrer dans le texte. Et analyser le rôle de l'institution elle-même et comment les structures même de l'institution produisent ça. Parce que vous, dans ce que vous encouragez de la justice transformatrice, justement, il s'agit de réfléchir aux structures du collectif. Exactement. Comment ces structures elles-mêmes produisent les violences. Bien sûr qu'il y a une responsabilité individuelle de l'individu qui va passer à l'acte de violence, mais en réalité, il y a toujours une interaction, une sorte de dialectique entre les structures du collectif et l'individu. Et il n'y a que quelqu'un de l'extérieur, une instance extérieure qui peut analyser la manière dont l'institution a produit elle-même les individus qui vont passer à l'acte. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire qu'il n'y a que les instances extérieures qui pourraient produire cette analyse-là. Moi, par exemple, j'ai été formée à la socio-analyse. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil. C'est donc un dispositif qui
fait venir 2-3 personnes intervenantes extérieures au sein d'un groupe qui rencontre des difficultés. Donc le groupe fait une demande, fait une commande à ces 3 personnes extérieures, les 3 personnes viennent et ces 3 personnes vont accompagner l'analyse du groupe sur elle-même, l'analyse que le groupe produit sur ses propres mécanismes. Donc c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais pour moi le groupe est le plus fin connaisseur des mécanismes qui sont en son sein. C'est juste le groupe sait se connaître s'il s'en donne les moyens. Exactement, et s'il se fait accompagner. C'est pour moi, si personne ne les accompagne et si personne ne leur tend de miroir par rapport à leur propre dynamique, ça va être compliqué quand même d'arriver à un endroit où c'est utile et efficace, une analyse efficace et utile pour le futur. Mais en tout cas, c'est sûr que le groupe, comme nous-mêmes chez l'Opsy, mais le groupe est le plus à même de comprendre ses propres mécanismes en son sein. C'est juste que ça prend du temps et ça prend de l'énergie collective, mais ça reste possible. Mais du coup, vous, ce que vous faites avec le collectif Fracas, en gros, ça relève de ça. Quand vous arrivez dans un collectif pour essayer d'arbitrer justement une question de gestion d'un fait de violence qui a eu lieu, en fait, vous arrivez avec les outils de la socio-analyse pour permettre au groupe de réfléchir à ce qui a fait advenir cette situation-là. Les outils de la socialisme, mais aussi les outils de la justice transformatrice. La justice transformatrice, profondément, c'est une justice qui a été inventée par des personnes qui n'avaient pas le choix, ne pouvaient pas ou ne voulaient pas faire appel à la police ou aux tribunaux pour régler les faits de violence qui les traversaient, parce que c'était des communautés oppressées et opprimées, notamment par la police. Et donc c'est des personnes qui se sont assises et qui ont réfléchi ensemble à comment elles pouvaient traiter elles-mêmes les faits de violence qui les traversaient. Et je pense que c'est là le principal de la justice transformatrice, avec plein d'autres choses, mais notamment le fait que c'est une justice qui est portée par les premiers et les premières concernés par les faits de violence et par les conflits. Parce que c'est elles qui vont savoir quels voisins elles peuvent appeler quand il y a un problème, à qui elles peuvent faire confiance pour parler et pour s'épancher. Donc c'est elles qui détiennent ce savoir-là. Et nous, on est là pour faire accoucher ce savoir et pour pouvoir les accompagner dans ne serait-ce que la formulation du fait qu'elles ont du pouvoir sur la situation. Et par exemple, j'avais donné une formation dans une école d'ingénieurs il y a quelques temps sur comment prendre en charge des agressions en soirée. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure du fait que je parlais avec les étudiants que les étudiants avaient énormément d'outils pour faire face à ces agressions en soirée. Il suffisait qu'ils se parlent entre eux tout simplement, qu'ils puissent se dire « Ah bah moi, telle fois, j'ai mis ça en place et ça a vachement bien marché. Ah bah moi, telle fois, j'ai mis ça en place, ça n'a pas très bien marché. » Et le fait qu'on ait eu 2 heures pour pouvoir réfléchir, un peu plus 3 heures pour pouvoir réfléchir à ces situations-là ensemble, à mettre en commun les savoirs, finalement, ils avaient beaucoup plus d'outils que n'importe lesquels que moi, j'aurais pu leur donner. Parce que moi, mes outils, je ne suis pas en école d'ingé, je n'ai jamais été en école d'ingé, je ne sais pas ce que ça veut dire être en école d'ingé. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai le plus de savoir sur la situation qu'ils rencontrent et les situations diverses qu'ils peuvent rencontrer en soirée. Eux, par contre, ils en ont plein de savoir et de connaissances. Donc, comment on va accompagner les gens pour se formuler leur propre savoir sur leur propre situation de vie? Ouais. Alors ça, c'est la face lumineuse de la chose, hein, l'idée que les membres des collectifs sont les mieux à même de penser les dysfonctionnements et donc d'arbitrer les conflits à l'intérieur de leur propre collectif. Mais du coup, ça me fait reconnecter sur un autre aspect que vous pointez vous-même dans votre livre, qui est le côté tous flics. Vous n'êtes pas la première, là aussi, à pointer cette sorte de dérive que Foucault, avant nous, a pensé, hein, qui est, vous le citez vous-même, quand vous dites « Foucault explique que si les positions anticarcérales sont de plus en plus populaires, ce n'est pas parce que la prison fait faillite, au contraire, c'est parce que ses fonctions de contrôle et de punition ont réussi à s'exfiltrer hors de ses murs dans la société, la famille, le travail. Tout le monde est devenu agent de surveillance et agent de sanctions possibles à l'intérieur des collectifs où il évolue. On est dans le surveiller et punir généralisé. Et d'ailleurs, non, vous avez l'air d'avoir déjà des éléments à m'opposer. Allez-y. Effectivement, je pense qu'on est tellement imprégné du système punitif aujourd'hui qu'on se retrouve à mettre en place des mécanismes que nous-mêmes nous critiquons par ailleurs, mais dans nos propres espaces. Mais aussi le fait qu'on se retrouve avec des communautés militantes qui militent beaucoup sur Internet, pour moi, renforce énormément ce fait-là, notamment en passant énormément par des dénonciations publiques en ligne, ce qu'on appelle call-outs, en donnant toutes les informations dont on dispose sur les gens, sur leurs faits, etc. Et même sur nous-mêmes, à la police qui, de toute façon, voit ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, par exemple. Finalement, c'est comme si, parfois, on ne se rendait pas compte qu'on travaillait main dans la main avec ces organes-là, soit en reproduisant ce qu'on critique par ailleurs, soit en leur donnant toutes nos informations parce qu'on étale nos conflits sur Internet. Ouais. Et du coup, effectivement, la question, c'est vraiment comment les milieux abolitionnistes en sont venus à être aussi conciliants d'une certaine manière avec les forces de l'ordre.
mais ne serait-ce que alors parfois par bêtise, vraiment sans se rendre compte qu'en fait, publier toutes ces informations-là sur Internet, ça a des conséquences très concrètes sur le niveau d'information qu'ils détiennent sur nos espaces. Bien mais sûr. je pense qu'il y en a plein qui ne sont même pas au courant. Oui, mais du coup, là, vous avez un petit peu bifurqué. On y viendra sur les réseaux sociaux, il y a plein de trucs à dire. Mais sur cette histoire de tous flics, hein, c'est-à-dire que la face lumineuse de tout ça, c'est autogestion, on prend en charge nous-mêmes les affaires de justice qui nous concernent, etc. Mais la face obscure, c'est ce que Foucault avait pointé, c'est qu'on est tous dans le surveiller et punir, on se juge tous et on se punit tous les uns les autres. Il y a quand même une sorte de devenir flic individuel, dont on sent bien qu'il est parfaitement compatible avec le néolibéralisme. Et je m'interrogeais en vous lisant, mais en fait, effectivement, peut-on à la fois vouloir le dépérissement de l'État et refuser d'assumer nous-mêmes une partie des missions que l'État assume, à savoir notamment le contrôle, la surveillance, la police. Si on veut le dépérissement de l'État, il faut bien que ces fonctions-là, de surveillance, de contrôle, de sanction, de punition, soient assumées par nous-mêmes. Vous voyez ? Oui, Donc on devient tous flics, c'est nul. Oui, ou qu'on modifie. Enfin, c'est pour ça que la justice transformatrice porte une philosophie, vous en parliez tout à l'heure, qui est un changement de paradigme total, de ne plus passer par la punition, la surveillance, le contrôle, etc. Et moi, c'est ça qui m'intéresse là-dedans. C'est arrêter de regarder son voisin avec une grande méfiance, et son voisin et nous-mêmes, finalement, comme une personne tout le temps en capacité de trébucher, de tomber, de faire une erreur. Et du coup, nous, on va l'observer jusqu'à ce qu'il tombe. Et c'est finalement ce qui se passe énormément dans nos espaces. C'est je te tiens rigueur de toutes les erreurs que tu vas faire, je te reprends pour toutes les erreurs que tu vas faire, et il n'y a plus de place pour l'apprentissage, il n'y a plus de place pour l'erreur. Et malheureusement, ça crée des luttes où on peut plus se parler, mais surtout, il y a des consensus un peu dogmatiques qui s'installent, qu'on ne peut plus questionner, qu'on ne peut plus remettre en question, parce que les questionner, les remettre en question, c'est se mettre à la place du mauvais, de la mauvaise personne. Donc... voilà. C'est compliqué. Je voudrais revenir sur les réseaux sociaux parce que, on a situé les dérives punitives individualisantes comme étant le fruit d'un néolibéralisme triomphant qui a structuré nos imaginaires et nos manières d'agir. Mais le rôle des réseaux sociaux, de la circulation de la parole sur les réseaux sociaux est quand même aussi assez décisif. Alors, de toute façon, ça fait partie du néolibéralisme, ce développement des réseaux sociaux. Vous écrivez « Ces réseaux sociaux favorisent la starification de personnes et de profils dont il s'agit de suivre les gestes et les idées. Ce militantisme de l'influence se nourrit de logiques néolibérales où l'individu devient l'alpha et l'oméga des luttes. La personne qui dicte et la personne qui s'éduque se conscientise, se déconstruit et se responsabilise. La source est la fin de tout. Le politique se résume alors à une pratique de développement personnel. » Alors c'est terrible parce que je pense qu'on a tous en tête des exemples de personnes dont l'engagement politique a fini par muter en une sorte d'expression de réseau social en permanence, visant, me semble-t-il, effectivement, vous parlez de créer, faire un militantisme de l'influence. En fait, j'ai l'impression que c'est une logique assez capitaliste. En fait, il s'agit de capitaliser des éléments de visibilité, de notoriété, et de tirer profit de cette rente symbolique. Plus on montre qu'on a les bons points en termes de langage, un peu woke justement, plus on va augmenter son capital, sa notoriété, la rente symbolique qu'on pourra en tirer. Je ne sais pas si vous acceptez cette hypothèse que je fais, qu'il y a carrément un capitalisme en fait, un capitalisme symbolique dans cette construction d'une fortune personnelle, une fortune symbolique personnelle sur les réseaux sociaux. Effectivement, je pense qu'il faut au moins s'interroger sur l'apport personnel que des personnes, des stars du net, des stars des réseaux sociaux peuvent tirer de leur visibilité et du fait qu'ils participent aussi à des mécanismes, à mon sens, délétères. Et effectivement, mais les personnes qui en gagnent le plus à la fin, c'est Facebook, c'est Instagram, etc. Oui, bien sûr, c'est évidemment. Mais effectivement, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur le capital symbolique qu'on accumule avec ces mécanismes-là, effectivement. Ouais. Alors, on s'achemine vers la fin de cette émission. Il faut quand même s'assurer d'avoir bien donné à connaître les éléments, les piliers en fait de la justice transformatrice, parce que là, j'ai passé pas mal de temps à pointer les problèmes, les dérives avec vous, mais les éléments de la justice transformatrice. Tout à l'heure, j'ai mentionné le fait que on considère que l'auteur, autoriste de violence a quelque chose à nous apprendre. On se met à l'écoute
de ça, mais il y a d'autres éléments, notamment en termes de temporalité. On peut peut-être développer un point sur la question de la temporalité versus urgence. Dans la justice transformatrice, quel rapport on a à la temporalité, à la temporisation? Je pense qu'avant ça, j'aimerais préciser quelque chose parce que souvent les gens confondent la justice transformatrice avec la justice restaurative. Ah, d'accord. Ou la justice punitive. Donc c'est à ce moment-là que dans mon livre, je fais une typologie et je pense que ça aide à comprendre qu'est-ce que la justice transformatrice, qui est un terme qui est très méconnu en France, qui vient d'arriver fin des années 2010 là en France. Donc la justice restaurative, comme on l'a vu avec le film qui est sorti, Je verrai toujours vos visages, qui a fait énormément parler de lui, et je pense que c'était quelque chose d'incroyable ce qui s'est passé autour de ce film. La justice restaurative a essayé de se pencher plutôt sur le lien entre les deux personnes qui ont vécu une violence ou qui ont vécu un conflit, pour essayer de réparer le lien entre les deux personnes. D'accord, ça c'est restauratif. Là, et le film, c'est sur la justice, je ne l'ai pas vu, mais c'est justice restaurative. Exactement. Okay. Donc avec tous les processus de médiation, avec les processus de cercle de parole, le cercle de rencontre agresseur-victime, etc. Chloé, je vais être transparente avec toi. Je vous ai vu 9 fois chacun dans les 8 derniers mois. Et j'ai constaté que vos attentes ne sont pas vraiment concordantes. Mettre en contact direct deux personnes dont les attentes ne sont pas concordantes peut les mettre en danger. Et mon rôle, c'est d'assurer votre sécurité. En l'état, je pense que votre sécurité n'est pas complètement assurée. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oh là là, je m'ai parlé comme toi. Qu'est-ce qui te fait dire que... Ça veut dire quoi, vos attentes ne sont pas... Ça veut dire que tu as des attentes très précises, que nous avons travaillé ensemble, Monsieur Delarme aussi, et que ce dispositif ne sera peut-être pas en mesure de les satisfaire. Pourquoi? D'abord, Monsieur dit qu'il veut essayer de répondre à tes questions, mais qu'il ne souhaite pas les avoir avant la rencontre. Ça veut dire quoi? Il préfère que tu lui poses directement tes questions. Il veut que tu vois que ses réponses sont spontanées. Il pense que c'est mieux pour toi. Non. Il veut pas que ce soit moi qui donne les règles, c'est tout. Si je lui avais pas proposé mes questions à l'avance, il me les aurait demandées. Faut toujours que ce soit lui qui dirige. Ou peut-être qu'il veut se laisser une porte de sortie pour pas répondre. Pour pouvoir dire non, je sais pas, je me souviens pas. Ok, je m'en fous. Je lui poserai mes questions directement face à face. Moi, je pense qu'il va me répondre. Je les connais déjà de toute façon, les réponses. Je veux juste les entendre de sa bouche. Et si c'est pas le cas? Je ferai sans. Je suis prête à ça, s'en est déjà parlé. Il y a quoi d'autre? Il faut qu'on s'interroge ensemble sur la notion de pardon. De pardon? Il veut me demander pardon? Qu'est-ce que ça te ferait? Ben, il peut toujours essayer. On verra bien. Mais pardon de quoi? Même s'il reconnaît exactement ce qu'il m'a fait et surtout qu'il savait ce qu'il faisait, je sais pas si je veux lui pardonner. Il faut te poser la question. Ok. Et t'interroger aussi sur la notion de pardon en général. Accorder son pardon, demander pardon. Il veut que je lui demande pardon? C'est ça? Il veut que moi je lui demande pardon? Mais t'en penses quoi, toi? Tu comprends ça? Tu lui dis quoi quand il te dit ça? Ça fait des mois que tu vois mon frère et il dit encore des trucs comme ça? Mais vous faites quoi? Tu le prépares pas en fait. Moi tu me prépares. Moi ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Je suis en train de réveiller tous les fantômes. Jamais je vais lui demander pardon. Mais c'est un malade, tu lui dis que c'est un malade. C'est absolument ton droit, Chloé, et c'est à moi de préparer ton frère à la possibilité que tu ne le fasses pas. Mais toi, même si tu dis non, est-ce que tu seras capable d'encaisser ça? Tu pourras supporter ça, qui te demande de lui demander pardon? Tu ne dois pas répondre tout de suite aujourd'hui. Il faut que tu prennes le temps. Oui, je sais ce que tu vas dire. Je vais réfléchir, je vais en parler à ma thérapeute et tout. Voilà, c'est très important, Chloé. Oui. Tu sais, j'ai compris les règles et tout. Mais des fois, ça me tord le bide quand je me dis que tu protèges mon frère autant que tu me protèges moi. Je comprends. Donc ça, c'est la première chose. La justice transformatrice, elle, se concentre plus sur le fait, donc qu'est-ce qui s'est passé effectivement, mais aussi sur la communauté et comment on va pouvoir travailler sur le contexte et la société.
on voit le conflit et la violence comme une opportunité de transformer à long terme les personnes directement concernées, mais aussi la communauté, la collectivité et la société dans son ensemble. Donc c'est un plan sur le long temps. Vraiment, c'est pas que dans l'urgence, c'est vraiment comment on va pouvoir utiliser ce qui s'est passé pour aller vers le mieux ensemble. Et donc effectivement, il y a la question de la temporisation dans le sens où nous, les gens nous contactent et on va d'abord faire un point sur qu'est-ce que là, dans l'urgence, il faut mettre en place. Est-ce qu'il faut relayer les personnes vers des professionnels de soins, par exemple, parce que nous, on n'est pas à même de produire un suivi. Vous n'êtes pas une cellule psychologique. Exactement. Ouais. On va faire en sorte de relayer les personnes pour qu'elles puissent, là, dans l'urgence, voir leurs besoins être satisfaits. Ensuite, nous, on va pouvoir agir sur le plus longtemps, donc dans un temps plus long, sur le conflit ou sur le fait de violence pour faire en sorte qu'on puisse soit apaiser la situation si c'est un conflit, soit essayer de voir avec la victime ce dont elle aurait besoin pour être apaisée sur le plus longtemps. Donc effectivement, quand on intervient auprès des personnes, la temporisation et le fait de laisser la personne tout son espace pour pouvoir réfléchir sur ce qui s'est passé, prendre conscience de tout ce qu'elle a vécu, et ensuite formuler des besoins, des demandes et voir ce que nous, on peut mettre en place comme dispositif qui répond. Tout ça, ça se fait sur un temps très long. Là où, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est toujours dans quelque chose où il faut répondre dans l'urgence pour montrer son soutien aux personnes qui ont vécu des choses. Oui. Montrer son soutien et donner le spectacle aussi. Enfin là, je parle moins des collectifs très radicaux que vous fréquentez que des partis politiques que je mentionnais tout à l'heure. Il y a quelque chose de la mise en scène, d'une prise en charge immédiate et en fait hyper urgente et bâclée de la chose. En l'absence de temporisation, ce qui va se produire, c'est la logique du bouc émissaire que vous mentionnez également dans le bouquin, qui se produit. Voilà. Le bouc émissaire, c'est l'hypothèse que le mal tout entier, le mal M.A.L., est incarné dans l'auteur présumé d'une violence, et que donc il faut exclure cet auteur présumé, et que ce faisant, on débarrasse le collectif de toute forme du mal. On a fait la catharsis, on a fait la purge, on s'est débarrassé du bouc émissaire. Là où ELV ou LFI auraient tout intérêt à comprendre comment structurellement ça a pu arriver, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et là, ça s'est incarné dans des personnes, mais ces histoires-là, elles sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc ça vaudrait beaucoup plus le coup de comprendre. En fait, le problème aussi, c'est qu'avec les médias, on se sent aujourd'hui, avec tout MeToo, avec tout ce qui s'est passé de dénonciation publique, on sent que les organisations ont très peur en fait, d'être prises à défaut publiquement et qu'on les dénonce et qu'en fait elles passent pour des mauvaises organisations, des organisations antiféministes. Et du coup, elles se sentent dans l'obligation de d'abord se défendre publiquement avant de mettre en place des choses concrètement derrière pour les personnes directement concernées. Et c'est là où pour moi c'est délétère, c'est que oui, il faut pouvoir proposer une réponse publique, mais pour moi, ça aurait tout intérêt que les organisations disent « maintenant, on va avoir besoin d'un temps pour réfléchir, on ne va pas répondre maintenant publiquement, on va produire une réponse publique dans X temps, une fois que nous, on aura fait le point en interne pour comprendre comment ça a pu se passer, et donner du coup une réponse qui ne soit pas juste factice et de la langue de bois, mais plutôt quelque chose de concrètement, comme l'Église a fait finalement, en faisant une commission, en faisant une enquête sur quels sont les rouages internes structurels qui ont fait qu'une violence comme ça peut arriver. Quels sont les rapports de force, quels sont les rapports de pouvoir, quel est le contexte dans lequel ça a pu arriver. Alors, là, ça me fait penser à un autre truc. Vous venez d'employer le terme de peur. Les orgas, aujourd'hui, les orgas progressistes ont hyper peur, celles qui sont sur le devant de la scène, les partis qu'on a cités, hyper peur d'être taxées, d'être encore des instances patriarcales, archaïques et tout. Elles ont peur, ces orgas. Et les individus aussi, ils ont peur d'être accusés d'avoir commis une violence et tout. Tout le monde maintenant se sent exposé à cette accusation possible. On est tous présumés coupables d'une violence. Et je me disais en vous lisant, mais est-ce que c'était pas le but en fait? Ces pratiques punitives un peu abusives, vous les qualifiez vous-même d'abusives, aller trop loin dans la punition, l'exclusion, l'ostracisation et tout. On fait un mal fou aux coupables. Ils se sont bien rendus coupables, donc tant pis, c'est leur faute. On leur fait un mal fou, ça va trop loin, mais ça fait partie du stratagème parce qu'il s'agit que la peur change de camp. Vous n'employez pas cette expression, mais c'est une expression qu'on a beaucoup vue sur les murs de nos villes, que la peur change de camp. En fait, est-ce que c'est pas ces pratiques punitives excessives, est-ce qu'elles ne sont pas, consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, mais mises en place pour diffuser une terreur dissuasive? Peut-être, mais moi j'ai envie de dire que la fin justifie les moyens. Si ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on essaye de faire entendre les violences sexistes et sexuelles, les violences policières, toutes les violences structurelles, et que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui reste d'autre que la terreur? Mais du coup, elle aurait des vertus, la terreur. C'est-à-dire que ces pratiques punitives abusives,
elles sont abusives, mais en même temps, petit à petit, elles feraient monter un climat de terreur susceptible d'inhiber des passages à l'acte. Oui, peut-être. Peut-être. Et encore une fois, si c'est ça que ça produit, dans ces cas-là, heureusement qu'on est passé par là. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Ouais. Mais au moins, si ELV et LFI ont un peu des scrupules à avoir une personne qui a commis des violences conjugales en leur sein et qui, du coup, au moins l'exclut, au moins, il y a une réaction. Au moins, il y a une réaction, même si cette réaction n'est pas appropriée, idéale, adaptée et on ne peut pas l'envier pour le futur. Au moins, il y a quelque chose là où, avant, il n'y avait vraiment rien. Quoi. Et là où à droite, je veux dire, chez les conservateurs, il n'y a rien, il n'y a juste rien. Hein, parce qu'il faut peut-être prendre cette précaution, peut-être que c'est une évidence, mais on ne parle que des collectifs progressistes, en gros, sur tout le spectre gauche, gauche molle jusqu'à gauche radicale. Dans les partis de droite, les organes de droite, c'est pas qu'il n'y a pas de violence, c'est qu'elles sont juste... Voilà, et puis heureusement qu'on est là pour les dénoncer aussi. Voilà, il y a une impunité totale qui fait que, voilà, elles sont juste pas prises en charge par les collectifs. Elles sont niées sous le tapis, etc. Quand on voit le nombre de ministres qui sont rendus coupables eux-mêmes d'exactions en la matière et qui peuvent faire carrière en toute impunité, on voit bien qu'il y a une culture du côté des partis réactionnaires, conservateurs, capitalistes, néolibéraux, etc. Une culture de l'impunité totale. Au moins, dans les orgas progressistes, il y a ce progrès-là qui est que ces violences-là sont entendues, prises en charge. On essaie d'y travailler maladroitement, mais en tout cas... Avec le seul bémol qu'elles sont entendues et prises en charge quand il y a assez de personnes pour faire entendre cette voix. Par exemple, Denis Baupin, ça n'a pas été pris en charge tout de suite. Il a quand même commis ces méfaits pendant des années et des années avant de... S'il n'y avait pas eu Mediapart... oui, enfin, c'est pas seulement Mediapart. Hein, c'est une affaire d'époque aussi, parce que Mediapart, précisément, il est dans l'incrimination individuelle, enfin, c'est son fonds de commerce de dire tout le mal est dans ce mal, si j'ose dire, hein, pour les affaires de violences sexistes et sexuelles comme pour les affaires de corruption politique, c'est-à-dire avec cette logique très individualisante, un peu néolibérale, justement, et sans jamais réfléchir, je trouve, c'est moins vrai pour la question féministe, où Mediapart, effectivement, c'est vraiment, c'est mis en place un logiciel assez pertinent, mais du côté des analyses des affaires économique, c'est la figure du bouc émissaire qui l'emporte tout le temps. C'est-à-dire, Bidule a bouffé des homards, c'est dégueulasse, et machin a fait ci. Donc, on est sur cette logique individualisante qui n'est pas une vraie pensée du système et qui empêche d'avoir une vraie approche, me semble-t-il, radicale et révolutionnaire. Indispensable. Du coup, j'ai perdu le fil. Sur Denis Baupin, oui, c'est pas seulement Baupin, je pense, c'est pas seulement, heureusement que Mediapart était là, c'est qu'il y a un moment, une époque où ça devient audible. Et il a fallu toutes ces années avant de lutte un peu, sans doute, pas tout à fait vaine, parce qu'au bout d'un moment, ça bouge. Mais ce qui fait qu'en 2017, MeToo, tout à coup, explose, c'est que ça poussait. Bien sûr, voilà. Évidemment. Oui. Donc, tous les gestes qui ont été faits dans ce sens-là auparavant ont eu le sentiment de s'épuiser dans leur propre vanité, leur propre impuissance. En réalité, ils ont probablement contribué à organiser une époque capable, enfin, de faire caisse de résonance à ces témoignages-là. Exactement. Ouais. Sauf que maintenant, dans la caisse de résonance, ça résonne un peu trop. Oui, il faut passer à un autre système. Ça arrive petit à petit. Ouais. Merci en tout cas d'y travailler avec cet ouvrage absolument passionnant, d'une très grande honnêteté intellectuelle, je trouve, et d'une vraie profondeur analytique. C'est très nourrissant et donc ça permet de nous construire aussi dans d'autres milieux que les espaces très alternatifs, radicaux sur lesquels vous travaillez. Moi, depuis mes milieux militants à moi, j'ai tout autant appris et retrouvé ce que nous vivons. Donc, merci infiniment, Elsa Decmarceau, pour ce travail, pour cette discussion. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Dans le Texte. Salut!